Bienvenue à la séance de formation en ligne sur le thème de la gestion de la vie sauvage. Nous allons aborder le deuxième thème du principe 2 sur la conservation de la biodiversité de la norme pour l'agriculture durable. Pourquoi ce thème est-il intitulé Gestion de la vie sauvage et non Protection de la vie sauvage? Il y a une raison à cela. Au cours de cette séance, vous apprendrez à gérer la vie sauvage dans votre exploitation de manière à ce que la flore et la faune indigènes soient protégées et que votre culture et que toutes les personnes qui y vivent le soient aussi. Quel type d'espèces sauvages avez-vous observé dans votre exploitation? Vous avez certainement des petites bestioles qui gambadent dans vos cultures. Vous avez certainement des petites bestioles suspendues aux arbres de votre exploitation. Les espèces sauvages présentes dans votre exploitation peuvent même être des espèces menacées en voie d'extinction. Votre exploitation peut fournir un habitat important pour que ces espèces menacées puissent prospérer. Certains animaux peuvent même être bénéfiques pour votre exploitation. Les oiseaux peuvent disperser des graines et enrichir la flore de votre exploitation. Certains oiseaux peuvent manger vos insectes nuisibles et servir de prédateurs. Les espèces sauvages ne se limitent pas uniquement aux animaux ou aux oiseaux. Elles incluent également les insectes. Les abeilles peuvent jouer un rôle prépondérant dans la pollinisation de votre culture. Oh là là! Mais vous avez même des éléphants qui parcourent votre exploitation. Voilà un bel attrait pour les touristes étrangers, mais à vrai dire, c'est très effrayant pour les personnes qui y vivent ou qui travaillent sur place. Les éléphants peuvent devenir très agressifs au point de donner la mort. Si vous avez en guise de visiteurs des sangliers dans votre exploitation, ils peuvent être très gênants et vous ne tiendrez pas vraiment à les recevoir. Vous remarquerez peut-être que certaines espèces sauvages de votre exploitation se multiplient à très grande vitesse. De telles espèces peuvent devenir un véritable casse-tête. Ces petites bêtes sauvages peuvent vous créer de sacrés ennuis. Certaines espèces sauvages peuvent ne pas circuler librement dans votre exploitation. Vous pouvez les avoir comme animaux domestiques. Certains animaux peuvent être tellement habitués à vous tenir compagnie qu'ils finissent éventuellement par traîner chez vous. Commençons par un questionnaire. Vrai ou faux? Toutes les espèces sauvages dans une exploitation constituent une part importante de la biodiversité. La norme prône la conservation de la biodiversité. Par conséquent, toutes les espèces sauvages présentes dans une exploitation doivent être protégées. La réponse est faux. La norme Rainforest Alliance n'oblige pas les producteurs à protéger les espèces sauvages qui s'avèrent être des organismes nuisibles ou des espèces envahissantes. Elle reconnaît différents types d'espèces sauvages présentes dans une exploitation et recommande des techniques de gestion appropriées pour chaque type. Classons les espèces sauvages en différents types. Certaines espèces sauvages peuvent être bénéfiques. Il peut s'agir de pollinisateurs ou de prédateurs qui aident à votre production agricole. Certaines espèces sauvages peuvent être des espèces menacées d'extinction. Certaines espèces sauvages risquent de nuire à votre exploitation. Elles peuvent détruire votre culture ou s'en prendre aux personnes qui vivent ou travaillent dans l'exploitation. Il se peut que certaines espèces sauvages soient des espèces envahissantes non originaires de la région où elles se trouvent et qu'elles aient un impact négatif sur les écosystèmes locaux. Certaines espèces sauvages peuvent être détenues en captivité comme animaux domestiques. La norme Rainforest Alliance a des critères correspondants pour chaque type d'espèce sauvage. Concernant les espèces bénéfiques, c'est le critère critique 2.4 qui s'applique. Pour les espèces en voie de disparition, vous devez respecter les critères critiques 2.4 et C2.10. Vous devez gérer les espèces nuisibles selon les critères critiques 2.4 à 2.13. Les espèces envahissantes doivent être gérées selon les critères C2.12 et A2.14. Vous devez enfin respecter le critère C2.11 concernant les animaux en captivité. Voici l'ensemble des critères de la norme sur le thème de la gestion de la vie sauvage. Nous les examinerons un par un à partir de la diapo qui suit. Le critère critique 2.4 indique
que la chasse aux animaux est interdite au sein de l'exploitation. Dans la norme, la chasse est définie comme l'acte qui consiste à pourchasser ou à tuer un animal sauvage territorial au moyen d'une arme, d'un piège, d'un poison ou de chien. Par conséquent, tuer des oiseaux, même pour se divertir ou pour pourchasser des animaux sauvages en guise de loisir, est considéré comme relevant de la chasse. Vous me direz, ce n'est pas moi qui chasse les animaux dans mon exploitation. Ce sont les gens de la communauté qui viennent chasser dans mon exploitation. C'est à vous qu'il incombe de divulguer la politique d'interdiction de chasser dans votre exploitation à tous les travailleurs et à toutes les personnes qui y viennent. Vous pouvez mettre en place des panneaux signalant chasse interdite aux endroits où les travailleurs et les visiteurs sont à même de les voir. Vous devez également divulguer la politique d'interdiction de chasse aux travailleurs par le biais de la formation. Faisons un questionnaire sur ce point. Le coq de roche péruvien, connu sous le nom de tenqui au Pérou, est couramment observé dans les plantations de cacao du pays. Il se nourrit d'insectes et enrichit la flore environnante grâce à la dissémination des graines. Si un chasseur trouve un tenqui dans une exploitation et utilise un lance-pierre simplement pour déranger l'oiseau, mais sans avoir l'intention de le tuer, cette action est-elle malgré tout conforme aux critères? La réponse est non. La chasse, telle qu'elle est définie, inclut également l'acte qui consiste à déranger l'oiseau. Si c'est un travailleur ou un visiteur qui chasse, l'exploitation ne manquera pas de se voir attribuer une non-conformité. Le critère critique 2.4 indique également que les animaux en voie d'extinction ou protégés ne sont jamais chassés ou tués. Comment savoir si un animal observé dans l'exploitation est une espèce en voie de disparition ou non? Selon la norme Rainforest Alliance, les espèces en voie de disparition sont définies comme suit: plantes, animaux et champignons désignés en voie de disparition par la législation nationale et ou répertoriés en danger par la liste rouge des espèces menacées de l'UICN et ou répertoriés dans les annexes 1, 2 ou 3 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue sous le nom de CITES. Voyons comment vous pouvez trouver ces documents et les utiliser pour trouver des espèces en voie de disparition dans votre pays ou votre région. Tout d'abord, voyons comment trouver la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Vous pouvez consulter leur site web à l'adresse www.uicnredlist.org. Dans la page d'introduction, vous pouvez cliquer sur Accéder à la liste rouge de l'UICN. Vous accéderez ensuite à la page d'accueil. Une fois sur cette page, vous pourrez vous rendre sur la rubrique située en haut de page dans Options de recherche. Vous y trouverez une boîte d'options qui vous permet de créer des filtres en fonction des objectifs de votre recherche. Vous pouvez voir dans la colonne de gauche que vous pouvez effectuer des recherches par taxonomie, dans cet exemple, animaux. Vous pouvez également obtenir des résultats par localisation. Présentement, nous recherchons des animaux en Bolivie. N'oubliez pas de cliquer sur la flèche rouge située au milieu. Cela aidera à filtrer vos critères de recherche avant d'exécuter la recherche. Cliquez sur Lancer la recherche et vous tomberez immédiatement sur la liste des animaux en voie de disparition en Bolivie. Vous accéderez à votre demande spécifique dans la boîte située à droite. Si vous souhaitez actualiser la recherche, vous pouvez vous rendre dans la colonne de gauche et activer un autre filtre. Présentement, nous recherchons des animaux spécifiques à la famille des félins. Affinez encore la recherche. Nous n'avons maintenant que 9 espèces dans la liste. Cela signifie que ces 9 espèces sont en voie de disparition dans ce pays spécifique. Enfin, vous pouvez vérifier les informations relatives à chaque espèce. Certaines sont accompagnées d'images et d'une explication écologique approfondie. Apprenez maintenant à utiliser les annexes 1, 2 ou 3 de la CITES.
Consultez leur site web en vous rendant sur www.cites.org. Vous trouverez la page d'accueil avec des informations sur les espèces en voie de disparition. Accédez en haut de la page et cliquez sur l'ensemble des documents puis sur Annexes. Vous trouverez d'abord le guide d'interprétation des annexes. Vous trouverez les annexes relatifs à la faune et à la flore, les listes complètes. Si vous souhaitez effectuer une recherche d'une espèce spécifique, retournez sur le ruban supérieur, allez dans Ressources et cliquez sur Checklist des espèces de la CITES. Voici la page qui vous permet d'effectuer des recherches de n'importe quelle espèce en voie de disparition. Vous pouvez effectuer des recherches par espèce, taxon supérieur, non commun, etc. Vous pouvez utiliser cet outil pour savoir si un animal de votre exploitation est une espèce en voie de disparition ou non. S'il n'apparaît pas dans le résultat, il ne s'agit pas d'une espèce en voie de disparition. Il existe un autre critère concernant les espèces en voie de disparition, le critère C210, qui parle de protection des espèces végétales et qui signale deux exceptions. La cueillette des espèces végétales en voie de disparition est autorisée lorsque ces espèces sont destinées à la production de médicaments traditionnels par les populations locales pour leur propre consommation ainsi que celle de leur famille et non pour la vente à des tierces personnes. La cueillette des espèces végétales en voie de disparition peut également être autorisée lorsqu'elles sont utilisées par les chercheurs à des fins de conservation ou de recherche scientifique sur l'autorisation des autorités locales. Faisons un questionnaire à propos de ce critère. Le prunier d'Afrique, Pygium africanum, est un arbre à feuilles persistantes originaire d'Afrique subsaharienne et il s'agit d'une espèce en voie de disparition. Or, l'extrait d'écorce de prunier d'Afrique est traditionnellement utilisé pour traiter les problèmes liés à la prostate. Si un producteur extrait l'écorce du prunier d'Afrique pour la vente sur un marché local, est-il conforme à ce critère? La réponse est non. La cueillette d'une espèce en voie de disparition n'est exceptionnellement autorisée que si elle est utilisée à des fins non commerciales. Dans le cas qui nous concerne, le producteur extrait l'écorce du prunier d'Afrique pour la vendre sur un marché local dans le but de gagner de l'argent, ce qui n'est pas conforme. Le critère critique 2.4 que nous avons vu précédemment comporte également deux exceptions. La première, c'est que les petits producteurs peuvent chasser des espèces non menacées d'extinction, uniquement à des fins non commerciales. Voici un questionnaire. Au Ghana, le phacochère est un animal non menacé d'extinction. Si un petit exploitant chasse un phacochère pour lui et sa famille dans le but de se nourrir, est-il conforme à ces critères malgré tout? La réponse est oui. Ce cas correspond à l'exception autorisée par le critère. L'animal n'est pas une espèce en voie de disparition et un petit exploitant l'a chassé pour la consommation familiale. Le critère critique 2.4 autorise une autre exception. Les nuisibles vertébrés sauvages ne peuvent être chassés que conformément au plan de gestion intégré des nuisibles, GIN, de l'exploitation. Les organismes nuisibles sont définis comme des organismes préjudiciables aux humains, aux cultures, au bétail ou aux propriétés. Si vous avez des espèces nuisibles dans votre exploitation, vous n'êtes pas obligé de les protéger. Vous pouvez mettre en place des mesures de lutte anti-nuisibles conformément au plan de gestion intégré des nuisibles de l'exploitation. Si vous vous apprêtez à lutter contre des rats dans votre exploitation à l'aide d'un rodenticide, vous devez respecter les exigences de Rainforest Alliance concernant la gestion des risques liés aux rodenticides. Vous devez éliminer leurs sources de nourriture dans l'exploitation pour arrêter de les attirer. Vous devez surveiller leurs activités et enregistrer les résultats pour vérifier si la lutte est efficace. Pour attraper les rats, vous devez d'abord recourir à la lutte mécanique avant d'utiliser des produits chimiques. Si vous utilisez des pièges,
assurez-vous de ne pas piéger accidentellement des animaux de compagnie ou d'autres espèces sauvages. Vous ne pouvez utiliser que des rodenticides à étiquette bleue ou verte. Ceux-ci sont moins toxiques que ceux portant une étiquette rouge ou jaune. Manipulez les rodenticides avec des gants. Votre peau ne doit entrer en contact avec aucun produit chimique. Passons au questionnaire. Au Ghana, l'agouti est un gros rongeur qui peut occasionner de gros dégâts dans les cultures telles que le maïs et le manioc. Mais c'est aussi un mets délicat pour les populations locales et une riche source de protéines. Un producteur a élaboré un plan GIN qui inclut la capture d'agoutis à l'aide de pièges mécaniques dans le but de les manger. Y a-t-il conformité aux critères? La réponse est oui. Ce cas correspond à l'exception autorisée par le critère. L'agouti est un organisme nuisible et le producteur utilise une méthode mécanique pour lutter contre ce nuisible dans le cadre de son plan GIN. Les espèces sauvages qui sont nuisibles à l'exploitation ne concernent pas seulement les petites espèces. Quels sont ces gros mastodontes que l'on voit dans une plantation de thé? Waouh, des éléphants sauvages. De gros animaux tels des troupeaux d'éléphants, des sangliers et des babouins peuvent apparaître dans une exploitation et s'en prendre aux cultures et aux personnes. Les dégâts qu'ils peuvent causer peuvent être dévastateurs pour les récoltes. Les éléphants peuvent détruire votre culture ou attaquer les personnes qui vivent ou travaillent dans une exploitation. Un éléphant en colère peut même aller jusqu'à tuer une personne. Quand vous avez affaire à une telle situation de conflit entre l'homme et les espèces sauvages, que faut-il faire pour protéger les cultures et les personnes? Peut-on tuer les éléphants qui surgissent dans nos exploitations sous prétexte qu'ils sont considérés comme nuisibles? Non. Pour faire face à ce genre de situation, c'est le critère A2.13 qui s'applique et nous devons nous efforcer de minimiser les conflits hommes-espèces sauvages. Au lieu de tuer des éléphants, vous pouvez mettre en place un mécanisme pour les empêcher d'entrer dans votre exploitation. Dans cet exemple, une exploitation en Tanzanie a utilisé des clôtures de ruches pour empêcher les éléphants d'entrer dans les cultures. Le bourdonnement des abeilles dissuade les éléphants de pénétrer dans l'exploitation. Si un éléphant tente de passer la clôture, la ruche bouge, les abeilles s'agitent et chassent l'éléphant. En outre, le miel extrait des ruches peut constituer une source de revenus supplémentaires pour les producteurs. Prenons un autre exemple. Des producteurs de cacao au Ghana sont en train de préparer un mélange de poudre de chili et de graisse qu'ils vont utiliser pour instaurer un périmètre autour des cultures. Ils appliquent le mélange sur une ficelle ou une corde suspendue. Quand un éléphant touche la corde, il est surpris par la sensation de brûlure du piment. Les éléphants sont même repoussés par son odeur. Une autre manière de réduire les conflits entre l'homme et les espèces sauvages consiste à mettre en place des corridors phoniques. Regardons cette animation. Dans une forêt indigène, un troupeau d'éléphants avait l'habitude de se promener librement pour accéder à l'eau d'une source. Cependant, les gens ont mis sur pied une exploitation qui a isolé la forêt, empêchant les éléphants d'accéder à la source. Certains éléphants ont décidé de traverser l'exploitation, tentant de continuer à accéder à leur source d'eau. Cependant, ils ont fini par avoir des problèmes avec les gens qui vivaient dans l'exploitation et ils ont été tués. L'exploitation a décidé d'instaurer des couloirs phoniques autour de l'exploitation. Des arbres indigènes ont été plantés pour relier les deux parties isolées de la forêt. Par conséquent, les éléphants ont pu se déplacer entre les deux poches de forêt sans pénétrer dans l'exploitation, en parcourant les corridors d'arbres indigènes. Ils ont pu à nouveau accéder à leur source d'eau. Finalement,
Il est important d'éduquer les travailleurs et la communauté sur la façon de répondre aux attaques des espèces sauvages. Lorsque des éléphants se heurtent à l'être humain, ils sont tout aussi effrayés que nous. Si vous réagissez de manière agressive et que vous essayez de les blesser avec des armes, ils tenteront de se défendre de manière agressive. Vos travailleurs et les personnes de la communauté doivent apprendre à réagir face aux espèces sauvages qui pénètrent dans les exploitations et à éviter les conflits entre l'homme et les espèces sauvages. Abordons maintenant la quatrième catégorie d'espèces sauvages que nous avons vue précédemment, à savoir les espèces envahissantes. Le critère C212 prévoit que les espèces envahissantes ne sont pas introduites ni libérées intentionnellement. Comprenons d'abord la différence qui existe entre espèces envahissantes et espèces exotiques. Les espèces envahissantes sont des espèces non natives dont la présence ou l'introduction à un endroit donné cause ou est susceptible de causer des dommages économiques, environnementaux et de représenter des dangers pour la santé humaine. À l'inverse, les espèces exotiques sont des espèces non natives dont la présence ou l'introduction à un endroit donné ne cause pas de dommages économiques, environnementaux ou ne représente aucun danger pour la santé humaine. Elles peuvent coexister pacifiquement avec les espèces indigènes de la région. Dans la norme, le terme espèce envahissante est défini plus loin comme celui désigné sous le nom des 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde par le groupe de spécialistes des espèces envahissantes de l'UICN-CSE. Sur la page 6 de ce document, vous pouvez voir la liste des 100 espèces considérées comme les plus néfastes au monde. Comment trouver ce document? Merci d'accéder au lien du site web affiché sur l'écran. À mi-page, vous trouverez le document publié en anglais, en français et en espagnol. En cliquant sur l'image, vous pouvez télécharger le document PDF. Vous pouvez également trouver l'information concernant chacune des 100 espèces sur le site web. Merci de cliquer sur le lien que vous voyez sur l'écran. Les représentations de 100 espèces apparaissent alors sur la page. Si vous reconnaissez l'une quelconque des espèces, cliquez sur l'illustration. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les espèces. Faisons un questionnaire sur ce critère. La mangue est originaire d'Asie du Sud. Un caféculteur au Mexique a planté des manguiers dans sa plantation comme arbre d'ombrage. L'action de ce producteur est-elle conforme à ce critère? La réponse est oui. La mangue est une espèce exotique au Mexique, mais ce n'est pas une espèce envahissante. Par conséquent, planter intentionnellement de la mangue dans une exploitation en tant qu'arbre d'ombrage n'est pas un problème. Autre questionnaire. Originaire d'Amérique latine, le lantanier, Lantana camara, est l'une des 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde. Comme il grandit facilement et rapidement, un cultivateur de thé au Sri Lanka a décidé de l'utiliser comme barrière végétale autour de l'exploitation. L'action de ce planteur est-elle conforme à ce critère? La réponse est non. En Asie du Sud, le lantanier a été originellement introduit par l'homme, puis il s'est répandu dans toute la région jusqu'à ce que sa présence devienne incontrôlable. Il a remplacé les espèces indigènes locales et les écosystèmes locaux altérés. Dans certains parcs nationaux, le lantanier a remplacé les plantes indigènes aux feuilles tendres que les éléphants avaient l'habitude de manger. Les éléphants ne peuvent pas se nourrir de lantanier parce que c'est un arbuste épineux. Quand ils sont à court de nourriture à l'intérieur du parc national, les éléphants viennent même dans les exploitations du village pour y chercher de la nourriture, ce qui génère des conflits entre l'homme et les espèces sauvages. La Clidemia hirta est l'une des 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde.
Les oiseaux ont dispersé leurs graines dans la région et l'arbuste a commencé à se propager dans une exploitation. Au cours d'un audit, l'auditeur trouve la Clidemia hirta dans différents endroits de l'exploitation. L'action de ce producteur est-elle conforme à ce critère? La réponse est oui. Les espèces envahissantes sont très agressives et se multiplient rapidement. Elles ont pu s'introduire dans votre exploitation d'elles-mêmes. Vous ne serez pas pénalisé pour la présence d'espèces envahissantes dans votre exploitation que vous n'avez jamais introduites. Que faire au sujet des espèces envahissantes déjà présentes dans l'exploitation? Le critère AB14 énonce qu'il faut s'efforcer de les réduire. La première étape consiste à savoir si vous avez des espèces envahissantes dans votre exploitation. Regardez le document mentionné plus haut qui répertorie 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde. À la page 6, vous avez accès à la liste complète. Vous pourrez reconnaître certains des noms. Ou alors, vous pouvez consulter le site web mentionné précédemment qui comporte les illustrations de ces 100 espèces envahissantes. Certaines de ces représentations peuvent ressembler aux espèces que vous avez vues dans votre exploitation. Vous pouvez consulter d'autres détails concernant ces espèces pour confirmer si ce sont celles qui sont présentes dans votre exploitation. Une fois que vous aurez reconnu les espèces envahissantes dans votre exploitation, vous devez les supprimer et les déraciner chaque fois que vous les voyez. Que faire des espèces envahissantes déracinées? Le critère C2.12 dit qu'il n'est pas possible de jeter des espèces envahissantes dans les écosystèmes aquatiques. Sinon, elles peuvent survivre et recommencer à proliférer dans l'environnement. Vous pouvez vous débarrasser des espèces envahissantes au moyen du compostage. Vous devez atteindre une température élevée lors du processus de compostage pour vous assurer que les espèces envahissantes ne survivront pas dans le compost. Faisons un questionnaire pour plus de clarté. Au cours d'un audit de plantation de café, l'auditeur constate que l'exploitation a introduit du lotus dans le cadre du système de traitement des eaux usées. Le lotus est utilisé dans le bassin de filtration. L'action de ce producteur est-elle conforme à ce critère? La réponse est oui. Le lotus ne fait pas partie des 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde. On le confond parfois avec la jacinthe d'eau douce, qui, elle, compte parmi les 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde. Le guide de la norme Rainforest Alliance 2017 précise que les exploitations agricoles peuvent utiliser le lotus ou le nénuphar pour les systèmes de traitement des eaux usées à condition de ne pas envahir les écosystèmes aquatiques naturels. Dans ce cas présent, le lotus est limité au bassin de filtration de sorte que l'exploitation est conforme. La dernière catégorie d'espèces sauvages est constituée par les animaux en captivité. Le critère C2.11 indique que ces espèces sauvages ne doivent pas être détenues en captivité. À partir du moment où vous décidez d'opter pour la certification Rainforest Alliance, vous êtes tenu de ne pas capturer d'espèces sauvages pour en faire des animaux domestiques. Les espèces sauvages doivent rester libres dans leur habitat naturel. Même si vous ne tuez pas d'espèces sauvages, le maintien en captivité est contraire à la norme. Ensuite, que devez-vous faire des espèces sauvages que vous gardez déjà en tant qu'animaux de compagnie avant de décider d'opter pour la certification? Si vous les relâchez immédiatement dans la nature, elles peuvent ne pas pouvoir survivre d'elles-mêmes. Dans ce cas, vous pouvez garder ces animaux et en prendre soin pour le restant de leur vie. Dernier questionnaire de la séance. Le café Luwak est produit à partir de cerises de café partiellement digérées, issues des excréments de la civette palmiste asiatique appelée Luwak. Une plantation en Indonésie a capturé des civettes et les maintient en captivité pour produire du café Luwak. La plantation opte pour la certification cette année, alors que les civettes ont été capturées il y a 5 ans. Cette plantation est-elle conforme à ce critère? La réponse est non.
Les civettes ont été capturées avant la certification, mais elles sont détenues en captivité à des fins commerciales pour la production de café. Cette plantation ne respecte donc pas le critère. Nous espérons que ce module vous a aidé à comprendre la notion de gestion de la vie sauvage dans la norme. Pour chaque type d'espèce sauvage, vous devez appliquer les techniques de gestion appropriées. Votre exploitation doit fournir des habitats sécurisés aux animaux qu'il nous faut protéger. Évitons les conflits avec les espèces sauvages et cherchons les moyens de cohabiter avec elles.